Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Au programme aujourd'hui, l'esprit Family Office, comment soutenir les entreprises en développement ou en difficulté. On en parle avec le responsable France du groupe Alpha Blue Ocean, Frédéric Suterlin, il est notre invité. La pause café, elle est bien utile parfois. Les Zooms, les Teams et les mauvaises habitudes qui vont avec. On en parle avec Caroline Ricros, elle nous en parle à la machine à café, évidemment. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. La fonction publique est-elle un marché du travail comme les autres? On parlera du dialogue social, on parlera évidemment aussi des tensions sur les rémunérations parce qu'il y a eu quelques grèves, notamment chez les professeurs d'ailleurs qui seront de nouveau en grève cette semaine. On fera le point évidemment avec nos experts dans le débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'égalité des chances au féminin, comment faire pour que des jeunes filles des quartiers mais aussi des zones rurales retrouvent confiance en elles. On en parlera avec Dominique Goutard, délégué général de Capital Filles. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de finance. Tiens, ça c'est intéressant dans une émission qui parle d'emploi et de RH, encore que vous verrez, il y a un lien évident. Quand on soutient financièrement une entreprise, on peut imaginer que derrière, elle crée de l'emploi. On en parle avec Frédéric Suterlin. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Responsable France du groupe Alpha Blue Ocean, créé en 2017. Vous êtes rentré dans l'entreprise il y a 3 ans. À peu près, un peu moins. Un peu moins de 3 ans. 2019. Vous venez de la banque, vous venez de la banque traditionnelle, on va en parler. On peut dire ça. C'est intéressant, Alpha Blue Ocean, c'est non pas une banque justement, c'est un quoi? Comment on le définit? Un organisme financier? C'est un fonds d'investissement, un family office en fait. La différence entre un fonds d'investissement classique et un family office, c'est que les fonds en fait, ce sont nos propres fonds ou les lignes bilatérales qu'on peut avoir avec des banques. Donc on n'a pas en fait ce qu'on appelle des LPs, on n'a pas des investisseurs qu'on est obligé de venir rechercher régulièrement pour pouvoir abonder dans le fonds. On n'a pas toute cette partie marketing de lever des fonds et ces contraintes permanentes qu'ont la plupart des fonds d'investissement. On est un fonds d'investissement fermé en fait. Donc, ce qui est très intéressant dans votre dispositif et dans votre modèle, c'est que les entreprises qui viennent vous rencontrer parce qu'elles ont besoin de cash, elles ont besoin de se développer, elles ont besoin de trouver de l'argent, elles vous disent très souvent, enfin j'imagine, on a d'abord poussé la porte des banques traditionnelles et globalement, elles ne nous prêtent pas. Exactement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis, je dirais, 2007-2008? Il y a eu le problème des subprimes, il y a eu la faillite de Lehman Brothers, il y a eu les agissements de notre ami Kerviel. Tout ça, en fait, ça a un peu mis beaucoup de pression en fait, sur le bilan des banques qui ont commencé à sortir, notamment au niveau européen, des normes réglementaires comme BAL 1, BAL 2, BAL 3. Là, on commence à parler de BAL 4. Exactement. Et en fait, moi, j'ai terminé en fait, le métier de banquier dans les années où BAL 3 rentrait en vigueur. Pour le grand public, chez nous, BAL 3, ce sont des règles réglementaires de fonds propres, notamment. Entre autres. Mais ça permet, ça oblige, en tout cas, ça contraint les banques d'avoir ce qu'on appelle un buffer, donc un certain coussin de capital pour contrebalancer un risque qui est évalué en interne, qui peut être plus ou moins élevé. Le problème, c'est que le financement de sociétés, cotées ou non, qui sont sur des business models risqués, donc tout ce qui est biotech, medtech, cleantech, énergie renouvelable, minière. En fait, c'est des business qui sont incertains, qui ont une génération de cash flow qui est incertaine, voire pour la plupart inexistante. Donc les banques sont prudentes. Avec BAL 3, les banques partent en courant parce qu'il faut 300% de fonds propres en face de ce type d'opération. Donc en fait, ça reste des opérations en théorie rentables sur le plan comptable pur, mais sur le plan prudentiel, ça ne l'est plus. Donc les banques ferment les guichets. Donc moi, mon activité a fermé en 2019 et donc comme je connaissais quand même bien le secteur et bien ce type d'opération, j'ai continué à faire la même chose, mais adossé à un fonds, donc en rejoignant Alpha Blue Ocean, pour continuer à financer ce pan de l'économie en fait que personne n'adresse, parce que au début, quand on est des startups, on trouve des fonds innovation, on trouve la BPI, on peut trouver la BEI, quoi. Il y a plein de choses à faire. Après, il y a le plafond de verre là. Voilà. Et là, on a encore besoin de fonds pour se développer, en fait, pour passer à la step d'après. Et là, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des financiers, en tout cas, de tout ce qui est venture capital et fonds d'investissement, la vallée de la mort. C'est qu'en fait, il y a encore quelques personnes, quelques organisations d'ailleurs comme nous, mais il n'y a plus personne. Zone désertique où globalement on trouve personne. Toutes les grandes banques, les G, les BNP, tout ça, il n'y a plus personne. Donc, et après, évidemment, quand on redevient rentable et qu'on commence à avoir une certaine visibilité sur le business plan, évidemment, là, les banques reviennent en courant parce
parce que dès qu'il y a une rentabilité certaine, on peut prêter parce qu'on a une certitude d'être au moins de rembourser la dette qu'on peut contracter face à ces sociétés. La garantie et de la prudence. Exactement. Et vous prenez des risques et vous accompagnez les entreprises parce qu'il y a quand même un accompagnement. Il y a d'abord un travail en amont parce qu'elles viennent vous voir, elles vous exposent leur dossier sur la table. Et là, vous tranchez, vous avez quand même des choix souverains à faire. Exactement. Nous, on prend un risque, un peu de contrepartie, mais surtout un risque de marché. La grande partie de notre activité, en fait, est dédiée aux sociétés cotées. Donc, en fait, l'avantage d'une société cotée, c'est qu'on a un sous-jacent qui est coté en bourse, qui a une valeur de marché, qui a une certaine liquidité, qui a une profondeur de marché. On sait comment traiter le titre et en fait, on peut avoir un collatéral à notre risque, à notre financement, qui est très physique, en tout cas, qui est évaluable très facilement. Ce qui n'est pas le cas d'une société non cotée. Donc, sur le côté, c'est facile. On accompagne les sociétés dans la durée. On est là pour faire juste un financement de quelques semaines et on n'est plus là. C'est important de l'entendre, parce que le fonds, parfois, investit, puis s'en va. Nous, on est là. Le problème du fonds qui investit, qui s'en va, souvent, c'est une problématique de maturité des fonds. Parce que quand on investit dans un fonds classique d'investissement, donc où on doit rendre l'argent aux investisseurs, souvent tous les 4, 5, 6 ou 7 ans, pour rendre l'argent, il faut bien vendre ou sortir des opérations dans lesquelles on est actuellement pour pouvoir rendre l'argent. Nous, on n'a pas ce problème-là. En fait, s'il faut être là 5 ans, on sera là 5 ans. S'il faut être là 7 ans, on sera là 7 ans. On n'a pas de problématique de maturité. Donc, on peut accompagner les sociétés vraiment de manière relativement longue. Aujourd'hui, Alpha Blue Ocean, c'est combien d'entreprises accompagnées, d'entreprises cotées, puisque c'est d'elles dont on parle, combien vous en avez dans le portefeuille? Alors aujourd'hui, on doit en avoir une bonne vingtaine. Depuis 2017, on a fait quasiment 70-75 opérations. On a déployé, on a 1,2 milliard en euros. Donc c'est énorme. Quand je dis déployer, ça veut dire qu'on a garantie. Nos opérations en fait portent toujours sur une problématique de garantie et de sécurisation. C'est-à-dire qu'on va dire à une société, voilà, vous avez besoin de 20 millions d'euros sur 3 ans, nous on va vous garantir qu'on va vous les apporter. Après on va voir les moments et la séquence de ce le calendrier et le montant. Au point de départ à la signature, on garantit que le cash sera là à un moment ou à un autre. Ce qui est pour des sociétés qui ont un besoin certain et précis de financement extrêmement sécurisant. Je prends notamment l'exemple des biotech. Quand on finance une phase clinique, on sait combien de patients il faut recruter, combien de temps ça va durer, combien de temps, on a un échelonnement en fait qui est très précis. Et vous savez à quel moment précisément exactement. vous en fait, pouvez ça investir. permet de phaser vraiment les besoins et le financement. Financement plus souple, on l'a compris, il y a une souplesse dans votre structure qui évidemment est très intéressante pour les entreprises. Puis j'imagine les fonds sont débloqués plus rapidement, il y a plus de souplesse aussi sur le déblocage des fonds. Ça c'est extrêmement simple. Quand une société nous demande par exemple 1 million d'euros, quand on a un engagement de 3 millions d'euros par tranche de 500 000 par exemple, pour faire simple, elle nous appelle 500 000 cet après-midi à l'heure où on se parle et elle les a demain matin. Il n'y a aucun délai à avoir. C'est un virement bancaire. En face, il y a tout un système de garantie qui se met en place, notamment par l'émission souvent d'obligations convertibles ou d'émissions d'actions. Mais ça, en fait, tout est géré en amont à la signature. Donc, quand on appuie sur le bouton ou quand l'émetteur, en fait, quand la société appuie sur le bouton, il n'y a plus de conditions, je dirais, suspensives qui intervient. Vous êtes donc dans la vallée de la mort. Vous êtes un des opérateurs, un rare opérateur qui est dans la vallée. Alors, on a la chance qui dit on est là. On est là. On a la chance d'être leader en France largement devant tout le monde. Il y a encore les banques sont totalement sorties. On a été à un moment, Société Générale a été leader pendant pas mal d'années parce que Société Générale a créé ce type de business dans les années 2000. En fait, en transposant un peu ce qu'on faisait aux États-Unis, ce qu'on appelait l'equity line à l'époque. Société Générale est sortie de ce secteur-là. BNP et CACIB pareil. Donc il n'y a plus de banques. Il reste un ou deux brokers. Il reste quelques fonds, mais qui font ça comme étant une activité annexe. Nous, c'est notre activité principale. Donc on a la chance d'être leader sur ce type d'activité, ce qui est assez confortable. Deux questions. L'une sur vos risques à vous et sur le fait que vous entriez au capital de l'entreprise et donc que vous ayez une implication, je dirais, sur les créations d'emplois, sur la réduction des postes. Comment ça se passe? Vous mettez la main, Alors, vous descendez jusque-là? On peut mettre, quand vraiment on reste et qu'on prend du capital dans une société, c'est souvent sur du non-coté. Donc là, on va mettre la main dans ce qu'on appelle dans le cambouis. La stratégie, l'organisation. En fait, c'est les sociétés, on voit très bien dans les boards qui sont demandeurs de nos conseils pour pas décider tout seul. En fait, on se rend compte tout souvent. Ça les rassure, ça. Ça les rassure d'avoir une contrepartie qui les challenge un peu, qui les oriente, on leur dit tout à fait de manière transparente ce qu'on en pense. Après, ils prennent leurs décisions parce qu'on n'est pas majoritaire la plupart du temps. Donc, ça permet d'avoir un contrepoids. Après, sur les sociétés cotées, en fait, on n'a pas vocation à rester actionnaire très longtemps des sociétés. Quand on récupère des obligations convertibles ou des actions issues d'un financement qui viennent en fait en collatéral de ce financement-là, en fait, quand on peut vendre les actions dans le marché, on les vend et on récupère en fait le nominal, le nominal de la dette qu'on a octroyé quelques semaines ou quelques mois.
quelques mois avant. Et votre zone de risque, à vous, parce qu'on a compris que les banques ne prenaient plus de risques sur des secteurs, des secteurs tendus. Donc, comme vous dites, vous les adressez, mais vous aussi, vous devez vous garantir. Alors, en fait, en finance, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, si on ne prenait pas de risque, on n'aurait pas de rendement. Donc, oui, on prend des risques. On prend des risques déjà de contrepartie, parce qu'une biotech, c'est extrêmement volatile. Ça peut faire plus 300% une journée. Exactement. Moins 90 le lendemain. Donc, il faut pouvoir gérer un peu ce risque. Mais en fait, le risque le plus important qu'on prend, c'est un risque de marché. Donc, c'est notre capacité d'analyse du marché par le comportement du titre de la société qui est cotée et avec qui on travaille. D'où l'expérience des intervenants comme vous, Frédéric Sutherlin, parce qu'il faut avoir une connaissance un peu historique, panoramique du marché, il faut le sentir. Oui, alors je ne suis pas le seul, hein. On est 25 maintenant chez Alpha Blue Ocean, il y a des gens d'une grande compétence, à la fois notamment en risque, donc on est des gens qui travaillent vraiment le risque de contrepartie, le risque de trading. En trading pur, on a un desk de trading qui est extrêmement performant, on a des analystes, on a des vendeurs comme moi, on a des gens qui font un peu d'ingénierie aussi comme moi, chacun un peu à son poste, et ça permet justement de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un compliance officer à temps plein qui gère toutes les problématiques compliance, les relations avec l'AMF, avec les autorités locales en fonction des marchés, les risques qui gèrent toutes les problématiques de concentration de ces risques-là. Et donc quand on prend une décision, les comités d'investissement qui se réunissent très régulièrement prennent une décision en connaissance de cause avec tous ces paramètres-là et pas forcément le risque de marché et le PNL, le résultat qui va en face. Il faut quand même regarder un peu ce qui se passe autour. Merci Frédéric Sutherlin de venir nous éclairer sur ce travail utile en direction des entreprises qui parfois ne trouvent pas de banque et ont bien besoin du groupe Alpha Blue Ocean dans cette vallée de la mort, la Death Valley, parce que c'est de ça dont il était question. Merci Frédéric de nous avoir rendu visite. Même chez Blue Ocean, Alpha, ils font des pauses café. C'est notre pause café et on va parler du Teams. Tout le monde fait des Teams, évidemment. Des Zooms, ça donne parfois mal à la tête et on a pris de mauvaises habitudes. C'est ce que va nous raconter Caroline Ricross. La pause café, alors on l'a beaucoup faite devant son ordinateur. Bah oui, on avait des Zooms et on avait son petit café à côté. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Là, nous, on est en présentiel, donc c'est quand même pratique. Enfin, c'est pratique. Oui, parce que faire des émissions de télé en visio, c'est jamais facile. Alors, vous nous parlez aujourd'hui, Caroline, d'un sondage instructif, très instructif et amusant, justement sur nos habitudes en visio. Et oui, puisque depuis plus d'un an et demi, nos réunions se déroulent sur Zoom, Teams ou encore Google Meet. Alors forcément, nous avons pris quelques habitudes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, vous allez le voir. Des habitudes identifiées par Zoom. Le service de visioconférence a eu l'idée de sonder 1700 utilisateurs entre novembre 2020 et novembre 2021 sur leurs coutumes justement sur la plateforme. Il sort de coutumes, vous avez raison. Leurs coutumes. Il sort de ce sondage une enquête intitulée Une année sur Zoom. Alors avant de parler de nos coutumes ou de nos habitudes, il y a quand même quelques chiffres assez extravagants. Oui, ces 12 derniers mois par exemple, Zoom a été utilisé dans plus de 200 pays avec une durée moyenne de 54 minutes. Pendant le premier confinement, alors là c'est vraiment énorme, la plateforme est passée de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions en seulement 6 semaines, à tel point que Zoom est devenu aujourd'hui un nom commun, un peu comme la marque Frigo pour le frigidaire. On parle même de Zoom étiquette, alors ça moi je ne connaissais pas, pour parler des règles ou des comportements à adopter pour rester professionnel lors d'un appel Zoom ou d'une visioconférence. Alors rentrons un peu dans le détail, Caroline, de ces fameuses habitudes prises sur Zoom, qui est devenu un nom générique, peut-être qu'il va rentrer au DICO d'ailleurs. D'abord, il y a un jour de la semaine, ça c'est assez intéressant, un jour de la semaine particulier où on est plus sur Zoom. Et oui, c'est le mercredi, d'après l'enquête. C'est amusant. Le jour de la semaine le plus plébiscité pour les visioconférences, suivi du mardi et du jeudi. Alors pourquoi le mercredi ? Ce qui est un peu dommage, Arnaud, c'est que le sondage ne répond pas à cette question. En revanche, une conséquence, 43% des parents ont déjà vu leur enfant apparaître à l'écran pendant une réunion. Forcément, si c'est le mercredi, il y a plus de chances que les enfants soient à la maison plutôt qu'un autre jour de la semaine. Et puis les animaux de compagnie s'invitent également à la fête. 36% des utilisateurs avouent déjà avoir été rejoints par leur animal. Le chat, le chien. Le chien pendant la vidéo. Ça arrive au meilleur. Comment on s'habille ? Parce que il y a eu pas mal de dessins. On a vu un humoriste qui était venu nous faire des croquis et on voyait le type en costard, puis en bas il était en caleçon. C'est un peu ça. On s'habille comment
comment? C'est un peu ça. Et bien, comme nous ne sommes pas au travail en termes physiques, hein, on se laisse un petit peu plus aller. 68% des utilisateurs déclarent s'habiller de manière décontractée, un peu plus casual, pour leur réunion en visioconférence. 41% des utilisateurs avouent même avoir déjà fait donc une réunion en pyjama. Alors forcément, pas en pyjama complet, hein, avec un haut un peu chic, la chemise pour un homme, autre chose pour Et en une bas, femme. c'est le pyjama. Et puis en bas, c'est le pyjama. Une tenue relax, mais là, assez étonnant, pas de douche. C'est un autre point que nous révèle cette enquête. 26% des sondés déclarent n'avoir jamais ou presque jamais s'être douchés avant un appel en visio. Après tout, en visio, on entend, on voit, mais on ne sent pas. Et c'est plutôt pratique, Arnaud. Ouais. Alors par contre, près de la moitié des sondés pensent que ce n'est pas possible de manger pendant une visio. Ah. Ce n'est pas professionnel pour la plupart des personnes interrogées. Bon, ben moi, il m'est arrivé de manger des gâteaux pendant la visio. Non mais j'avoue que moi, c'est plus la douche qui me... Alors chacun son truc. En même temps, c'est vrai que bon, on a le droit de pas se doucher en même temps. C'est la différence entre les garçons et les filles. Je ne sais pas. Autre enseignement de cette enquête, quand même, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent alors les fameux fonds virtuels avec le décor de bord de mer ou avec l'espèce de truc qui ressemble à un appartement témoin. C'est un peu ça. Ça, c'est moche. Mais comme ça, on voit pas l'intérieur. C'est ça, c'est une façon peut-être un peu de reconstituer une barrière entre la vie pro et la vie privée. Tout le monde n'a pas forcément envie que son patron ou encore ses collègues Pour les photos de famille. Voilà, voient son logement ou les photos de famille. Alors, pour garder sa vie privée, 71% des sondés optent en effet pour un fond d'écran virtuel. Parmi eux, 26% choisissent un paysage, 25% un arrière flouté et encore 20% le logo ou la marque de leur entreprise. Alors ça, c'est vraiment pour les salariés les plus consciencieux. Autre nouvelle habitude, le ménage à la carte. 43% des personnes interrogées avouent avoir nettoyé seulement la partie qui est visible à l'écran. Ça, c'est très drôle, ça, c'est très intéressant. C'est quand même l'image de soi qu'on reflète. Et l'enquête dévoile aussi les lieux favoris. Ça, c'est très intéressant. Alors, hormis pour ceux qui n'ont qu'une seule pièce, c'était le cas des étudiants, des jeunes. Mais le lieu favori, c'est quoi? Peut-être justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été interrogées, qui avaient une seule pièce, puisque le lit récolte pas mal de suffrages. Plus de 4 utilisateurs sur 10 restent au lit durant leur appel. Encore plus étrange, 21% des sondés disent faire leur réunion en marchant ou alors en courant. Alors ça, c'est pas pratique. Enfin, 11% ont déjà utilisé l'application Zoom dans les transports en commun. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart des utilisateurs n'ont par contre aucun problème à allumer la caméra pour participer à une visio. 63% déclarent même préférer l'allumer pour participer à la réunion. Alors c'est peut-être l'occasion de partager un moment convivial avec ses collègues, puisque par exemple 75% des utilisateurs saluent leurs collègues d'un signe de la main. On l'a beaucoup vu pendant Comme la reine, différents confinements, c'est un peu ça. Ou alors l'occasion peut-être de se regarder. Le fait d'apprécier voir son visage d'ailleurs dans le retour caméra d'un appel en visio est même devenu un concept. On appelle ça le Zoom Vanity. Et plus surprenant encore, les réunions en visio sont la cause d'un surprenant boom de la chirurgie esthétique. En France, par exemple, vous en avez parlé, les demandes d'intervention ont augmenté de 30% selon la profession. Donc, c'est le Vanity, en fait, a créé un choc et un désir de se refaire le nez ou les oreilles. C'est quoi les petites phrases que l'on dit le plus souvent en visio? Parce qu'il y a quand même quelques petites phrases un peu rituelles. Arnaud, on n'entend rien, ton micro est coupé, allume ton micro. C'est exactement ça. C'est la phrase la plus utilisée. 71% des utilisateurs l'ont déjà dit. Et puis autre phrase qui revient régulièrement, est-ce que tout le monde peut voir mon écran ou tout le monde est là, on peut commencer la réunion? Voilà, c'est un peu les phrases. Sans compter que parfois il y a des documents qui arrivent en visio qu'on n'arrive pas à lire évidemment parce que c'est trop petit, faut le préciser. Caroline, on termine avec quelques chiffres justement sur les temps de réunion. Alors elle dure en moyenne 54 minutes. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré que pour être efficaces, ces dernières devaient durer moins d'1 heure, les réunions en visio. Un mot également sur le nombre de participants. En moyenne, 10 personnes participent à ces Zooms. Et puis, si Zoom est un outil de travail, il a aussi réussi à s'inviter quand même dans les apéros et les appels entre amis. Je ne sais pas si vous en avez fait pendant les différents confinements, mais comme en témoigne l'étude, 73% des utilisateurs ont déjà participé au moins une fois à une soirée en visio au cours de l'année 2021. Non. Alors maintenant, reste à savoir si quand cette pandémie sera enfin derrière nous, est-ce que les visioconférences vont se poursuivre ou est-ce qu'elles vont se terminer? Exactement. Est-ce qu'on ira prendre un vrai apéro à une vraie terrasse avec des vrais gens? Merci Caroline de nous avoir éclairé sur tous ces chiffres et sur cette espèce de sociologie de la visio qui est en train de s'installer
installés. Effectivement, les garçons peut-être se lavent moins. Pensez à prendre votre petite douche. On fait une courte pause et on s'intéresse. Alors on revient à un sujet éminemment sérieux. Encore que, vous allez le voir, on va parler de télétravail. La fonction publique, est-ce que c'est un marché du travail comme les autres? Ça, c'est une question importante. Le dialogue social, le télétravail, la mobilité et évidemment les tensions sur les salaires avec des manifestations, des revendications, notamment des enseignants, mais pas seulement d'ailleurs, des cadres de la fonction publique. On en parle avec mes invités, c'est juste après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Alors, on parle d'un secteur très particulier que vous connaissez tous, la fonction publique. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a la territoriale, il y a l'hospitalière et la fonction publique d'État. Chacun ayant des statuts communs et différents par ailleurs. On va en parler parce que est-ce que c'est un marché du travail comme les autres? On voit des manifestations, ça c'est pour le grand public, des enseignants qui la semaine dernière et cette semaine vont de nouveau manifester, tant sur leurs conditions de travail que sur leur rémunération. On entend des infirmières qui, malgré le Grenelle, continuent à expliquer qu'elles ne sont pas assez rémunérées. Est-ce que le dialogue social se fait bien, évidemment, au sein de la fonction publique? Toutes ces questions-là, on va tenter d'y répondre avec mes invités. À ma gauche, Jean-Christophe Sibéras, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le CEO de Newbridge. Ce qui est intéressant, c'est votre parcours, parce que vous avez été DG adjoint de Pôle emploi au moment de sa création, au moment où on a fusionné les ACEDIC et l'UNEDIC. Et puis, vous avez eu un parcours, et la NPE, et un parcours dans le privé, comme RH. Oui. Et donc vous avez un travail aussi, un regard sur le dialogue social qui, à mon avis, est intéressant. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fabien Tastet, merci d'être là. Vous êtes président de l'Association des administrateurs territoriaux de France. On aura des chiffres. J'ai lu un papier intéressant dans la Gazette des communes sur le télétravail qui émanait d'une note de la CGT qui expliquait que tout ça avait été fait un petit peu n'importe comment et que c'était pas si simple de télétravailler, notamment dans certaines administrations et dans certaines mairies. Tout ça n'avait pas été géré. On en parlera peut-être avec vous. Et puis Philippe Nassier, président de Light Consultant avec un S à la fin. Light Consultant, pour le dire en un mot, c'est un cabinet de chasseurs de tête spécialisé, je dirais, pour les hauts postes de la fonction publique. Vous l'avez dit, pas en un mot, mais vous l'avez dit, c'est exactement ça. Cabinet de chasse de tête pour les dirigeants des collectivités territoriales et du monde public et parapublic. Dans votre cas, comme ça on va éliminer le sujet, vous allez débattre avec nous, mais dans votre cas, on est sur des personnes qui sont un peu en mission. On a un directeur général des services pour un département. En général, il reste le temps du mandat de l'élu. Donc cet homme, il n'est pas fonctionnaire, on est d'accord? Si, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire, il est détaché dans un job de directeur général des services, mais il est fonctionnaire pour la plupart. Pour la plupart, pour la plupart. Il y a des DGS qui viennent du privé. Il y a des DGS qui sont contractuels. Peu de DGS qui viennent du privé. Il faut avoir une culture quand même des collectivités territoriales et du secteur public. Donc ils sont fonctionnaires détachés pour la durée de leur mission. Détachés ou ils sont contractuels. À la question qu'on se pose, Fabien Tastet, parce que là, je me tourne vers vous et on va parler du dialogue social dans quelques instants, mais on en est où sur cette problématique qu'on soulève dans notre émission? Est-ce que la fonction publique est un marché du travail comme les autres? Moi, objectivement, j'ai l'impression que non. C'est presque impropre, d'ailleurs, de parler de marché du travail dans la fonction publique, non? Vous savez, l'association des hauts fonctionnaires territoriaux, on se bat depuis des années pour qu'on ne voit plus dans ce pays les choses en blanc et noir dès qu'on parle du privé et du public. En les opposant, donc. Je pense qu'il faut, c'est vrai en matière d'économie, où l'économie de marché a besoin de l'investissement public. C'est vrai en matière de management, de ressources humaines. Il faut arrêter de considérer qu'il y a un mur entre le public et le privé, que ce sont deux mondes complètement différents, qui ne se parlent pas, qui obéissent à des logiques absolument contraires. Bien sûr qu'il y a des différences. Le moteur de statut, le moteur de l'entreprise privée n'est pas l'intérêt général qui guide les collectivités publiques. Il y a le statut. Combien on recense de fantasmes sur le statut, on y viendra peut-être. Mais le statut, il a bien des avantages. Excusez-moi, le statut, c'est la protection de l'emploi. Mais c'est vrai que c'est... Oui, mais qui a sorti d'obligations aussi, qui sont d'ailleurs des obligations qui ont été créées pour les citoyens, en faveur des citoyens. Donc c'est vrai que le statut, ça fait une différence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Il y a aussi beaucoup de similitudes dans le déroulement des carrières, dans la qualité managériale. Vous savez, aujourd'hui, dans le secteur public, et particulièrement dans les collectivités locales,
on n'a rien à envier en matière d'ambition managériale à ce qui se fait, Vraiment dans le privé. Vous parliez de télétravail. Moi, je peux vous dire que depuis 2 ans, dans cette période très difficile qu'on a tous connue, que les entreprises privées comme les collectivités territorial ont dû traverser, moi, je peux vous dire qu'il y a des collectivités locales, des entités publiques qui sont extrêmement en pointe en matière de télétravail. Nous venons de faire, l'association des hauts fonctionnaires territoriaux, une étude sur la pratique du télétravail dans les collectivités locales. Et cette étude, elle montre J'ai vu un outil qu'on a su mettre en place, qui a donné satisfaction, qui a donné de l'agilité aux collectivités. Donc, vous voyez, on a... Vous avez lu l'article de la Gazette des communes qui dit un peu l'inverse, qui dit, d'accord. bon, globalement, tout ça s'est fait de manière empirique, chacun s'est un peu Je peux vous débrouillé. dire que les praticiens qu'on a interrogés, ils nous ont répondu qu'ils avaient développé le télétravail, que ça s'était fait avec beaucoup d'agilité, que ça avait permis à la collectivité de se redéployer, de se réorganiser pour traverser au mieux cette période de crise. Donc, voilà, tout ça pour dire on que... parle collectivité territoriale. Voilà. Ça s'est fait avec beaucoup d'intelligence dans les collectivités territoriales. Un peu moins à l'État, peut-être. À la fonction publique d'État. Je reviens, si vous permettez, sur ce qu'a dit Fabien. Et juste sur un domaine, la différence entre le public et le privé, on parle d'efficacité, de profit, tu disais, sur le secteur privé. Il y a un point qui est commun, c'est l'efficacité, c'est la productivité, l'efficacité et même le résultat financier. On est dans l'équilibre. Même la productivité, excusez-moi. Même la productivité, il y a eu quelques polémiques dans les collectivités territoriales où le temps de travail, la manière dont on occupait son temps de travail. Enfin, je me tourne vers vous, Jean-Christophe Sibérage. C'est peut-être que vous allez être un peu discordant, mais j'ai lu des rapports qui étaient assez accablants, notamment qui venaient de l'IFRAP. Alors, je sais que c'est une institution qui décrit souvent la fonction publique, mais pas tout à fait la même approche qu'eux. Pas la même approche, mais qui dénonçait finalement un secteur, en tout cas la fonction publique globalement, qui ne fonctionnait pas avec les mêmes règles, les mêmes rythmes, la même manière de travailler. Si vous voulez, d'abord, il y a un cadre qui est quand même très très différent, ça a été rappelé. Donc vous êtes dans une entreprise privée. Moi, j'ai opéré dans les deux mondes, on va dire, donc je vois assez bien les différences. J'ai vraiment été fonctionnaire au tout début de ma carrière. En fait... Vous n'êtes plus donc ? Non, je ne suis plus fonctionnaire, non. Mais j'ai été 15 ans quand même dans différents ministères et juridictions. Mais la grosse différence, franchement, j'ai passé 25 ans dans le privé, c'est que le privé, quand vous êtes dans le privé, vous êtes dans un monde de concurrence et qu'en fait, on ne sait pas si l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle sera encore là dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et oui. En revanche, quand vous êtes dans le public, on est sur des rails, faut le dire, parce que ne serait-ce que parce que la continuité de l'État, tout le monde l'attend. Enfin, je conteste pas, simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'état d'esprit peut pas être le même quand effectivement vous courez après effectivement parfois le client, des résultats financiers, un problème de cash. Psychologiquement, c'est pas pareil. Un problème de relation avec des banques. On voit très bien que le contexte est extrêmement différent. Et du coup, ça a beaucoup d'effets, malgré tout, sur les comportements des uns et des autres. Évidemment. Je ne dis pas que les comportements, notamment managériaux, sont plus faciles dans le public, parce qu'au contraire, bien sûr, finalement, dans le public, c'est peut-être d'une certaine manière plus dur, parce qu'on n'a pas l'argument de dire, attention, on va mettre la clé sous la porte, faisons attention à ce qu'on fait. C'est impossible. Quand vous avez les syndicats en face de vous, on peut parler du dialogue social, c'est vrai que dans le public, si vous leur dites, attention, il y a la concurrence, dans le privé, la concurrence peut vous tailler des croupières. Donc ça motive, il y a un moment donné, moi j'étais chez Renault, même la CGT Renault, Philippe Martinez était mon interlocuteur. Ah, vous l'avez fréquenté de près, donc. C'était le leader de la CGT de Renault. Et donc moi j'étais le patron de la sociale. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si vous voulez, quand vous disiez attention à nos coûts, attention à la concurrence, il écoute. C'était un argument que dans le public, en tant que manager, je ne peux pas utiliser. Donc les contextes sont différents, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple dans l'un ou dans l'autre. Fabien Tastet, réponse. Excusez-moi, précisons pour ceux qui nous regardent, parce qu'on parle beaucoup RH emploi dans le privé. J'ai lu, c'est important de le préciser, que les fameux CHSCT réformés dans le privé ne le seront qu'en janvier 2023 dans la fonction publique, c'est-à-dire que fusion des instances et des comités. En un mot, le dialogue social, il se fait comment dans la fonction publique ? Il marche, ça marche, parce qu'en ce moment, ça ne marche pas très bien. Il y a quand même pas mal de corps de l'administration qui se plaignent auprès de la ministre en disant, moi je veux... on dégèle le point d'indice, je veux plus d'argent, j'ai travaillé. Comment ça se passe, le dialogue social ? Alors, il y a le dialogue social au niveau de l'État, celui sur lequel vous venez de faire, Arnaud, un certain nombre de commentaires. Et puis ensuite, il y a le dialogue social décentralisé à l'échelle de chaque collectivité locale. C'est un dialogue social qui est mature aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que
la qualité du management, c'est très important. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à maturité en termes de qualité de management dans les collectivités locales, parce que sur le dialogue social, chacun défend ses intérêts, c'est normal, et on n'est pas en cogestion, hein, on n'est pas là, les élus, les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires qui les assistent sont pas là pour co-gérer avec... Fabien, le dialogue social se fait entre les syndicats et qui, les élus ou le DRH de la région ou du département? Avec les élus locaux, et puis avec l'administration qui les assiste. Et moi, je trouve qu'il se passe plutôt de bonne façon. Le dialogue social n'est pas fait pour qu'on soit tout le temps d'accord. Je le disais, on n'est pas en cogestion, mais il faut être capable d'avoir un dialogue mature. Et je trouve que pendant ces 2 ans, on l'a bien vu, parce que les collectivités ont quand même été en première ligne. Elles ont traversé une période très difficile. Elles ont répondu présentes sur les services essentiels dans le cadre d'un dialogue social qui a plutôt bien fonctionné. Sauf la justice, autorisez-moi. Sauf la justice, hein, je m'autorise, c'est la fonction publique. Je vous parle des collectivités locales. Mais c'était fermé. Je reviens juste un instant sur ce que je disais, parce que j'y tiens beaucoup, c'est important, sur les similitudes entre le monde public et le monde privé en matière de ressources humaines et de management. Vous savez, vous êtes un cadre du privé, vous avez des actionnaires. Et ils ont des exigences, parfois des exigences de court terme. Vous êtes un cadre du public... Et de la concurrence. Vous êtes un cadre du public, vous avez des élus. Et les élus, vous savez, ils ne sont pas élus ad vitam aeternam. Ils sont sur des cycles de 5-6 ans. Donc, comme les actionnaires du privé, ils peuvent avoir aussi des exigences, une volonté de résultats sur court terme. Vous savez, un maire, il est élu, il est là pour 6 ans, il veut que les projets y sortent. C'est vrai. Hein, il est un peu comme l'actionnaire du privé qui dit « je veux que ça avance et pas dans 10 ans ». Il y a une grosse différence quand même, c'est que dans le... Enfin, je vous le dis... dans le privé, si vous voulez, l'actionnaire, il peut vous dire dehors. Mais pas là. Bon, dans l'élu, il se trouve que moi, je suis élu dans ma commune, une petite commune, mais quand même, je peux pas dire. Tiens, vous me plaisez pas, vous sortez. Et non. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez différent. Un maire peut changer sa direction. Non, mais oui, mais c'est. Mais il reste fonctionnaire. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et donc, non, la relation est quand même assez différente. Et sur le dialogue social, alors pour l'avoir pratiqué dans les 2 univers. Moi, j'ai été DRH de Pôle Emploi, donc un univers très, très syndiqué, etc. Très dur, même au début. C'était pas facile, je peux vous le dire. Mais il y avait un vrai dialogue social. Par contre, c'est toujours pareil, si vous voulez. Quand vous savez que, de toute façon, si la négociation échoue, c'est pas très grave dans le public. La commune, l'État va pas disparaître. Dans le privé, une négociation qui n'aboutit pas, mettre en danger, par exemple de compétitivité dans la crise qu'on a connue. Négo Bosch. Attention, parce que là, le sort même de l'entreprise, il peut être en cause. Voilà, donc vous voyez, ça change beaucoup quand même du coup, et ça a beaucoup d'influence sur les acteurs. Philippe Nassier, votre mission, c'est évidemment de trouver les meilleurs, les talents, pour pouvoir les mettre au bon poste, sur des postes à responsabilité. Il n'y a pas que ça, ouais. Il y a de ça quand même. Oui, vous n'êtes pas dans les fonctionnaires catégorie D. On est conseil auprès de 2 organisations, et la personne elle-même, et l'institution, pour son évolution de carrière, pour qu'elle soit bien dans son nouveau job. Le talent, bien sûr, qu'elle soit heureuse. Et l'organisation pour qu'elle soit... Est-ce qu'il y a chez vous, dans les profils que vous rencontrez, et je poserai évidemment en creux la question à Fabien Tastet, mais des gens qui viennent du privé ou des institutions publiques qui vous disent, écoutez, nous, ça avance pas, on l'entend beaucoup quand on est en off avec des élus. J'aimerais mettre un petit coup de pied dans le système en faisant venir des gens qui viennent du privé. Finalement, presque votre profil, c'est-à-dire des gens qui... Vous, c'est l'inverse, mais des gens du privé qui viendraient apporter leur manière de faire. Il y a ces profils ? Alors, on a des personnes du privé qui, à la suite de déconvenues, ont subitement envie de venir dans le secteur public. Oh là, il y a quelque chose, il y a un sous-entendu là. Dans le sous-entendu, je veux dire que on s'improvise pas du jour au lendemain directeur général d'une collectivité locale. On s'improvise pas DRH, on s'improvise pas directeur financier, on s'improvise pas directeur des services techniques. C'est pas le statut qui dirige ça, ce sont les compétences et l'expérience. Donc on ne passe pas, ou on peut, mais c'est extrêmement rare, directeur général d'une banque à directeur général d'une entreprise chimique. On est sur un marché, et là on est sur un marché particulier également, que sont les collectivités. Mais ça, ce sont les élus à qui vous parlez. Les élus vous disent, moi je suis à la recherche d'un DGS. Oui. Il vous fait le portrait robot de ce DGS. Et il vous met un certain nombre de lignes précises. Je veux qu'il soit manager, je veux qu'il soit humain, je veux qu'il réorganise l'ensemble de la boutique. Absolument. Donc ça veut dire qu'il le met en situation de devenir un peu comme un patron. Mais c'est ce que font tous les directeurs généraux.
statutaires ou non statutaires, C'est leur mission. c'est leur mission. Comme dans une entreprise, finalement. Oui, tout à fait. Parlons du statut et du salaire, parce que vous me disiez tout à l'heure, le dialogue social au plus bas de l'échelle, il se passe bien. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, le maire d'une commune n'est pas juridiquement en possibilité d'augmenter ses fonctionnaires. Ils sont bien tenus au point d'indice et aux augmentations indicielles. Donc le maire peut le trouver formidable, il le remerciera sûrement, mais globalement, le monsieur, il suit les échelons de la fonction publique. L'élu local, il a quelques marges de négociation pour Des primes. évoluer la rémunération de ses agents. C'est les primes. Vous savez, une partie de la rémunération, c'est le traitement. Ça, c'est cadré nationalement. Ouais. Vous avez vu qu'il y a tout un débat en ce moment sur la question de savoir s'il faut augmenter le point d'indice ou pas. Et vous militez sur cette question-là ou pas? Je pense en tout cas qu'il faut que ce débat soit posé sérieusement parce que le point d'indice, ça fait 10 ans qu'il n'a pas été augmenté. C'est exact. La dernière fois, c'est 2010. Je crois que François Hollande a dû faire 2 fois 0,6 en 2016. Donc il y a eu une petite interruption dans un processus de stabilisation qui dure depuis 10 ans. Et je pense, oui, qu'il y a un sujet aujourd'hui de pouvoir d'achat dans la fonction publique. Et que le dégel du point d'indice est une façon de le traiter. Et j'ajoute d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas être démago sur ce sujet, que la question du pouvoir d'achat, elle se pose pour les plus bas salaires dans la fonction publique. Catégorie D, Et elle se pose aussi pour les hauts fonctionnaires. 14 € de plus, j'ai vu par mois pour les catégories D. Mais elle se pose aussi pour les hauts fonctionnaires. Donc il y a une question qui relève du plan national et du gouvernement, c'est la question du traitement, parce que ça c'est la question donc, du point d'indice ou des augmentations catégorielles. Puis ensuite il y a le régime indemnitaire. Et là, les collectivités locales, et de plus en plus ces dernières années, ont la main pour mettre en place un certain nombre de dispositifs, et elles le font. Et c'est là où, encore une fois, je fais une comparaison avec le secteur privé, c'est que vous voyez de plus en plus dans les collectivités locales émerger aussi des dispositifs de primes qui sont corrélés aux résultats, Incitative, motivante. corrélés C'est vrai. à la performance. Ça existe de plus en plus. Ça En se région, développe. Voilà. En région, en département. En département, Moi, ouais. j'en vois dans des intercommunalités, j'en vois un peu partout, et qui sont donc aussi des instruments de performance, parce que la performance, l'efficacité, c'est aussi quelque chose qui est commun au travail des cadres du public et des cadres du privé. Un mot, Arnaud, sur la venue des cadres du privé dans les administrations. C'est une question. Hein. Je le disais, c'est important C'est vrai, hein. de décloisonner. Ça se fait de plus en plus. Vous savez que la loi du SOC, la loi de 2019, Tout à fait. a ouvert davantage les administrations publiques au cadre du privé. Il y a 7000 postes supplémentaires depuis 2019 qui sont des postes de cadres dirigeants dans le public qui sont ouverts au privé. C'est très bien, à la condition qu'il y ait un peu de régulation. On est Pourquoi pour les passerelles entre le public et le privé, je le disais tout à l'heure. Mais on est aussi pour les pas abuser et que ça permette... sur le plan déontologique, Oui, par d'accord. exemple, Oui. pour la prévention des conflits d'intérêts. Et des conflits d'intérêts. Vous ne pouvez C'est pas exact. être, moi je sais pas, directeur, membre du board d'une grande entreprise qui est en lien avec une collectivité locale, et puis coucou, tout d'un coup débarquer comme cadre dirigeant de cette collectivité locale, Oui. en marché avec Mais l'entreprise d'où vous venez. je crois que c'est réglementé d'ailleurs. Il y a quand même quelques règles déontologiques Voilà, qui il y a permettent... eu, nous on a beaucoup insisté Et des pour que ces déclarations. règles déontologiques soient posées. On va d'ailleurs demander à la ministre de les évaluer parce que c'est important. Donc oui, Oui, c'est pour les exact. allers-retours public-privé, c'est la philosophie du décloisonnement que j'évoquais tout à l'heure. Ça se fait, ça doit continuer de se développer dans les deux sens alors, parce que je pense qu'un cadre du public peut enrichir aussi, peut apporter positivement C'est vrai. à une entreprise du privé. Mais attention aux outils de régulation, ils sont quand même très importants. Mettons les pieds dans le plat, deux chiffres qui sont assez emblématiques, qui sont assez distincts d'ailleurs les uns des autres. Un agent de la fonction publique sur 5 était contractuel en 2019. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'agents qui sont contractuels. Vous confirmez ce 20%, chiffre? oui, 20%. On est d'accord. Et 5,6 millions, vous voyez, les deux chiffres sont assez éloignés, mais ils disent quelque chose. 5,6 millions d'agents publics employés fin 2019, c'est un salarié sur 5. Chiffre officiel, chiffre INSEE. Qu'est-ce que vous en pensez à la fois de ces contractuels qui souvent se plaignent d'ailleurs de mauvaises conditions de travail et d'une incertitude, d'ailleurs ils se retrouvent en situation de CDD comme dans une entreprise privée, et on a aussi au même moment 5,6 millions de fonctionnaires, d'agents publics. C'est trop. Certains disent on peut dégraisser le mammouth, on peut avoir une efficacité en ayant finalement des dépenses publiques, puisque ça contribue à nos dépenses publiques, peut-être un peu moindres. Alors, On peut le poser comme ça, le sujet? Il y a deux chiffres, effectivement. Un travailleur, si je puis dire, sur 5 ou sur 6 en France, et agent public, fonctionnaire ou contractuel du public, est-ce que c'est beaucoup en proportion? Ça dépend de ce qu'on demande à la collectivité publique. Ce qui est vrai, c'est que la France, on est un pays où on attend beaucoup de la collectivité. On va dire, il y a une demande d'État, et la crise a plutôt renforcé tout ça. Et on s'aperçoit que malgré les promesses des uns ou des autres en 2017, même le président actuel avait fait des promesses,
ça ne va pas être atteint. Alors, après, la deuxième question, c'est, moi, ce que je pense, le vrai sujet... L'argument, c'est le Covid, hein, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est besoin de Covid. Après, je pense que le vrai sujet, c'est pourquoi y a-t-il autant de fonctionnaires parce que c'est extrêmement rigide, hein, le statut de la fonction publique. On l'a parlé en matière de rémunération. Moi, j'ai été fonctionnaire, j'ai géré des fonctionnaires. Enfin, je veux dire, je vois très très bien ce qui se passe. On a beaucoup de rigidité, même quand vous êtes dans une collectivité locale. Comme vous avez, effectivement, il y a des domaines où vous avez du mal à recruter. Enfin, Monsieur Nassy le sait très très bien, parce qu'on est en concurrence, malgré tout dans le public, avec du privé. Oui. Quand vous avez les salaires sont meilleurs. Une service technique de la mairie, c'est des plombiers, c'est des électriciens, même les puéricultrices, il y a des crèches privées. Les salaires sont assez faibles. Effectivement. Alors, quand vous êtes en concurrence et que vous êtes quand même assez coincé, même avec les primes, c'est pas toujours évident, parce que quand on propose 30, 40 ou 50% de plus dans le on va dans le privé. Dans le privé, c'est pas facile. Donc je pense qu'il faudrait donner plus de marge de manœuvre à l'employeur public pour qu'il puisse, je dirais, se défendre par rapport au marché. Vous posiez la question, est-ce qu'il y a un marché? Oui. Et mais permettez-moi. Et dans beaucoup de alors, pays, pourquoi ils ne bosseraient pas avec des artisans privés Regardons dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, j'étais en Suède il n'y a pas longtemps, la plupart du temps, les agents publics sont tous contractuels. C'est très limité, les fonctions régaliennes. Donc ça, c'est une tradition française, ça. Et nous, effectivement, dans les fonctions qui sont de prestation de services, les crèches, etc. Il y a beaucoup de choses que font on devrait être privatisé. On devrait pouvoir avoir des contractuels ou on devrait plus facilement pouvoir recourir, ce qu'on fait d'ailleurs dans le public, à des prestations. C'est ce que l'on fait déjà. Mais pas assez. Parce qu'il y a des résistances. 5,6 millions quand même. Il y a des résistances quand vous dites par exemple, je ne connais pas beaucoup de communes où on pourrait dire, bon, pourquoi c'est nous qui faisons les crèches par exemple? Pourquoi c'est nous? Il y a des crèches privées, des crèches publiques. Finalement, il y a beaucoup d'inertie quand il s'agit de réfléchir à ça. De temps en temps, la Chambre régionale des comptes, elle vient vous titiller un peu en disant, etc. Même la Cour des comptes tout court, hein, qui dit, attendez... Enfin, les collectivités locales, c'est les chambres. Les chambres régionales. Philippe Nassier et Fabien Tastet, parce qu'il y a le débat du chiffre qui est politique dans la campagne présidentielle. Certains disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Je ne citerai pas, mais les candidats, certains l'ont évoqué très clairement. Et puis, il y a des contractuels qui, s'ils nous regardent, se disent, attendez, moi, j'aimerais bien être titularisé. Ça fait 5 ans que je fais le même boulot et sortir de la précarité. Fabien va répondre mieux que moi, mais au niveau des crèches, faisons confiance aux élus. Ils savent... Utile ou pas? Vous pensez que c'est... Ils savent gérer l'argent de la commune, ils savent gérer leur argent. Ils savent, c'est eux qui détiennent ce savoir d'externaliser ou non. Enfin, il y a quand même des crèches privées, parfois pour la moitié dans une ville, moitié crèche privée, moitié crèche publique. On se dit, tiens, pourquoi? Tout le privé n'est pas forcément une bonne solution. Enfin, je me tourne vers le directeur général des services, parce que... Vous êtes DGS, hein, je précise. Oui, bien sûr. Non, mais je ne l'ai pas précisé. Sortons des dogmes dans cette affaire, et soyons pragmatiques. Il y a et Philippe l'a parfaitement dit, il y a des élus qui font le choix de gérer un certain nombre de services publics par des fonctionnaires. Et ça marche très bien. Il y a des élus qui vont faire le choix, dans une autre collectivité, dans un autre contexte socio-économique, territorial, de gérer le même service public par des entreprises, contrôlées évidemment par la collectivité publique, puisqu'il y a des services publics. Et ça marche très bien aussi. Regardez l'eau, par exemple. L'eau, c'est une délégation. Un service public extrêmement important. Alors, il y a une mode là qui est en train de se développer pour la régie. Ça se remunicipalise, hein. Il y a une mode qui est en train de se développer pour la régie. C'est un service public extrêmement important. Pour l'instant, majoritairement, il est encore géré par des entreprises privées. Tout à fait. Qui agissent pour le compte de collectivités publiques. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend du contexte, ça dépend de la nature du service public, ça dépend de la taille de la collectivité. Sortons des dogmes aussi sur ces questions-là. Le critère, pardonnez-moi, excusez-moi. Sur lesquels on jette beaucoup de fantasmes. Oui, mais en fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est avoir des principes de référence de base. On dit finalement... Le régalien, ce qui est définir des normes, des règles, on voit très bien que c'est très différent de la prestation de service. Clairement. Et donc, en fait, il me semble que la bonne ligne de partage, ça veut dire le régalien, là, pour le coup... Le dur, le costaud, l'essentiel. Tout ce qui est de la prestation de service, effectivement, il faut s'interroger. Espace vert. Il faut s'interroger avec des critères de comparaison, de performance. Comme et avec les citoyens pour savoir quel service ils veulent. Très justement. Mais Fabien Tastet, juste... Et effectivement, par exemple, vous pourriez vous dire, performance, vous avez raison, il faut faire des sondages auprès des compte, c'est le résultat. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que le service est rendu? Il nous reste peu de temps. Accepté par la population. C'est la sanction démocratique qui compte à la fin. Je rappelle c'est le service rendu au public. On parle d'organisation à commande politique.
qui reposent sur des mécanismes démocratiques. À la fin, ce qui compte, c'est que les gens qui votent pour vous au niveau national comme au niveau local, c'est l'électeur qui tranche. À la fin du bilan, quels sont les services qu'on me délivre, combien je les paie. Je suis content, je garde la même équipe. Je suis pas content, je la change. Donc, je ne vais pas citer la collectivité. Il y a une sanction aussi. Fabien On parlait tout à l'heure d'une sanction dans le monde de l'entreprise. Si la sanction, c'est le vote. Sanction, on est d'accord. Dans le monde public, pour les il y a aussi élus. une sanction. Pour les élus, pas pour les fonctionnaires, parce que eux, ils restent. Fabien Tastet, juste avant de nous quitter, je ne citerai pas la collectivité, mais pour le ramassage des poubelles, par exemple, on a dans certaines villes un double système, c'est-à-dire public, un ramassage municipal, et puis à côté, une délégation avec des entreprises privées. Et ben quand on regarde les chiffres, par exemple, quand on regarde les chiffres, la productivité est meilleure quand c'est un service privé. Non, pas toujours. Pas partout. Non. Vous voyez que je lance le débat. J'habite à Paris, c'est pas partout. Pas partout. Il y a des chiffres quand même intéressants. Vous regardez l'absentéisme. Bah oui. Vous regardez les chiffres d'absentéisme. Vous apercevez quand même que globalement, dans le privé, il y a moins d'absentéisme que dans le public. Je peux vous le dire. Vous le confirmez, ça, Fabien Tastet? Oui. Est-ce qu'on tire un peu sur la corde? À peu près le double. À peu près le double. Non, mais moi, Non, attendez. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué sur cette Oui, émission. mais on l'a oublié. On l'a On oublié. ne pas tout à fait les mêmes choses. Dans les collectivités locales, vous avez 80% d'agents de catégorie C. Et beaucoup de ces agents sont sur des métiers qui sont des métiers pénibles. C'est des gens qui travaillent dans des cuisines centrales, qui préparent des repas pour les enfants dans les écoles et qui portent des soupières toute la journée. C'est des gens qui sont sur le terrain, des cantonniers, etc. Ces gens-là, ces agents-là, quand ils arrivent à 50, 55 ans, vous avez des problèmes d'usure physique. Et donc, il faut... Donc, problème de RH, là. On arrive au RH. C'est là où le statut est intéressant. Et c'est là où le statut a certaines vertus. Les protège, donc. C'est que parce que vous savez, en tant qu'employeur public, que vous êtes dans une collaboration durable avec vos agents, que vous ne pourrez pas les remettre à la solidarité nationale quand ils seront usés, eh bien, vous êtes obligé d'anticiper, de préparer une deuxième carrière, de les faire évoluer. Ça existe, ça, vraiment? Il y a une politique des carrières avec qualité. Et vous voyez, c'est aussi la vertu du statut, c'est-à-dire ça oblige l'employeur public à construire des évolutions de carrière pour ces agents. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif, et notamment d'essayer d'offrir des conditions de deuxième carrière à ceux qui vont être usés par les conditions pénibles. Ça, c'est une politique RH. Philippe Nassier, donc il a des vertus, le statut aussi. Les talents qui arrivent à matcher avec une collectivité que vous allez placer, que vous allez accompagner pour qu'ils aient une carrière épanouie dans laquelle ils puissent, mais je mets des guillemets, s'éclater. Comment ils la regardent, cette fonction publique? Parce qu'ils arrivent aussi parfois de l'extérieur. Ils ne sont pas dupes de l'espace dans lequel ils arrivent. Donc ils doivent se dire, c'est pas simple quand même, il faut faire bouger les lignes, il y a beaucoup d'inertie, il y a de l'absentéisme, il y a un taux horaire à la semaine qui est assez faible. Enfin, tout ça est assez vrai. Non, vous dressez un tableau. Fabien Tastet, c'est des chiffres. Non, un directeur général qui arrive, il sait où il arrive, il a préparé, il connaît le secteur. Non, je vous trouvez que je noircis trop le... oui, bien, tout à fait. Moi, il y a un sujet qui m'inquiète dans le marché de l'emploi de la fonction publique, c'est plus la notion de contractuel avec des CDD d'un an renouvelables. Intenable. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir vers des CDI. C'est sûr. Pour des contractuels et pas rester dans le... Vous dites CDI, vous dites pas statut. CDI, donc on n'est plus au statut fonctionnaire. D'accord. Je pense qu'il faut ouvrir ça. Il y a vraiment des situations dans toutes les catégories de personnel et surtout en A et en C. Oui. De situations intenables sur des CDD de très très courte durée et notamment dans les catégories C. On le fait ça Oui, tout à fait. Non, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit bien que, comme vous dites tout à l'heure, je suis d'accord, faut bien regarder et pas faire du blanc et noir. Dans le public, vous avez 5,6 millions, 80% de fonctionnaires très protégés et 20% précaires. Très précaires. J'allais dire parfois plus que dans le privé, d'une certaine manière. Parce qu'il reste plus longtemps en CDD que dans le privé. Ça peut aller 3 ans, renouvelable une fois. C'est long. Et c'est seulement au bout de 6 ans que vous pouvez devenir CDI. Alors, on a une politique de CDIsation ici ou là, parce que ne serait-ce que si vous voulez, et puis si vous voulez garder les gens, il y a un moment donné, il faut les intégrer. Sinon, ça marche pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi y a-t-il des règles aussi différentes entre les CDD, l'intérêt du privé et le public? Alors, vous dites, c'est l'intérêt général, le service public, mais souvent, c'est des mots, c'est jamais très, très bien explicité. Et donc, en fait, effectivement, dans le public, il y a un statut des contractuels
qui est pour le coup assez discutable. Merci à vous, c'est terminé. J'aurais bien prolongé ce débat au risque de vous faire répéter des choses que vous aviez déjà dites sur le plateau quand vous étiez venu, mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir, puis d'aller au fond des choses, de dire les choses sur ce sujet. Ni blanc ni noir, c'est ce que je retiens aussi de ce débat. Merci à Fabien Tastet, président de l'Association des administrateurs territoriaux de France, et vous êtes directeur général des services d'une collectivité, si je ne m'abuse. Philippe Nassier, merci d'être venu. Chasseur de tête, mais pour les postes de la fonction publique, à haut potentiel, enfin en tout cas des cadres, président de Light Consultant, et merci à Jean-Christophe Sibéras, CEO de Newbridge, avec un pied, on l'aura compris, dans le public, enfin dans la vie, dans la carrière publique, et puis un autre, une longue carrière dans le privé. Une plus grande partie de votre carrière s'est faite dans le privé. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'égalité homme-femme et aussi de la situation des femmes et des jeunes femmes. On en parle, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle de l'égalité des chances au féminin. On parle souvent de l'égalité femmes-hommes, mais on va parler des femmes là aujourd'hui. Elles peuvent venir des quartiers, ces jeunes femmes, mais aussi des zones rurales. Et elles ont besoin de trouver une place, leur place dans la société. On en parle avec Dominique Goutard. Bonjour Dominique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Délégué général de Capital Filles avec un S. D'abord, quelques mots sur la naissance en 2012 de cette association. Comment c'est né ? Quelle idée vous a poussé à créer cette association ? Écoutez, je pense que l'idée qui reste la mienne d'ailleurs, c'était que l'avenir des banlieues, l'avenir des territoires passera par les filles. Mais des filles formées, des filles autonomes, des filles qui font des choix d'orientation raisonnés. Ça veut dire qu'elles ont les bonnes informations au bon moment. Et donc qu'elles anticipent avec des perspectives réelles, objectives, elles anticipent leur avenir. Alors, vous ouvrez notre échange sur ces filles, ces jeunes filles des quartiers, souvent à très fort potentiel, mais qui sont un peu bridées, et à qui finalement vous allez faire grandir. Mais il y a aussi, et j'aimerais qu'on en parle aussi, ce sont ces jeunes filles des zones rurales, en dehors des métropoles, elles aussi sont très loin de tout. Vous avez tout à fait raison, mais ce que je constate, si vous voulez, parce qu'effectivement, Capital Filles est aussi en rural, c'est que les problèmes, pour des raisons différentes, les origines ne sont pas les mêmes, origine géographique, pas toujours, mais en réalité, manque d'information, manque de soutien ou d'ambition familiale pour ces jeunes filles qui sont souvent démunies pour prendre des initiatives ambitieuses pour elles-mêmes. Alors, Dominique Goutard, parlons concrètement du travail que vous menez depuis 2012 en direction de ces jeunes filles. Elles ont quel âge d'ailleurs, les plus jeunes? C'est quoi la tranche d'âge? Les plus jeunes sont des collégiennes en 3e. D'accord, 14 ans. 13, 14 ans, voilà. Et nous allons, depuis cette année d'ailleurs, parce que nous avons été retenus par le programme Un jeune, un mentor, nous avons décidé de continuer en Bac+1. En Bac+1. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Parce que les statistiques sont calamiteuses, c'est-à-dire que des jeunes des quartiers populaires qui risquent le bac, qui vont à l'université, pour des raisons souvent financières, vont être obligés de prendre un petit job à côté de leurs études, évidemment. Donc seront épuisés, ne travailleront pas suffisamment et décrocheront 25% de jeunes des quartiers populaires qui décrochent en fin de première année. Donc évident. ça, c'est insupportable. Donc nous avons décidé que nos filleules Capital Filles, nous les accompagnons d'ores et déjà également en Bac+1. Et j'espère l'année prochaine en Bac+2. Oui, parce que vous avez raison, ce petit passage de la première année d'université où d'abord on est dépaysé, on est un peu perdu dans le... et en plus, si le boulot arrive, effectivement, on n'a plus le temps de travailler et on rate le diplôme et on abandonne. Je précise quand même, c'est important parce qu'elle est venue sur notre plateau, Elisabeth Chungui. Oui. Je crois que c'est elle qui est la nouvelle présidente. Ce qui m'amène à parler d'un mot d'Orange, parce que qui vous soutient beaucoup dans votre action et initiative. C'est un travail, vous co-construisez avec Orange? On co-construit très certainement. Moi, je suis ravie. D'abord, Capital Filles a bénéficié beaucoup de l'engagement de Stéphane Richard au départ. Et depuis cette année, nous avons une jeune présidente absolument formidable. Donc, je suis ravie de co-construire. Mais nous co-construisons, si vous voulez, comme on est un programme extrêmement décentralisé, nous co-construisons avec l'ensemble de nos entreprises partenaires. Mais je dirais la même chose de tous les rectorats, puisque c'est un programme... public, Éducation nationale. privé. Très concrètement, comment vous allez les chercher et qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes filles? Alors ces jeunes filles, d'abord, Capital Filles
fonctionne par le volontariat. Les marraines Capital Fille, je vous en dirai un mot, ce sont toutes des femmes qui s'engagent volontairement, qui sont toutes en activité. Des mentors avec un E. Mentor ES. ES. Absolument. Alors, ce sont des femmes qui s'engagent volontairement, qui sont d'ores et déjà, qui savent que leur entreprise a fait le choix de la diversité et de la mixité des métiers. Ça, c'est un point très important. Et par ailleurs, les jeunes filles sont aussi des volontaires. Alors, les jeunes filles, si vous voulez, on les accompagne de deux façons, pour dire les choses rapidement. D'abord, en atelier collectif, et ça dès la 3e. Donc, d'échange Ce qui nous permet, je voudrais le dire quand même, d'accompagner cette année plus de 14 000 jeunes filles. Plus de 14 000 jeunes filles. Très impressionnant. Oui, je le pense, parce que nous avons démarré tout petit, et aujourd'hui, et chaque année, les chiffres augmentent. Alors tout ça parce que nous avons de plus en plus de marraines, parce que nous sommes partout sur le territoire français. Donc des ateliers collectifs en 3e, en seconde, en première, en terminale, et bien sûr en bac+1. Groupe de parole, groupe d'échange, on écoute, on a des gens qui vous donnent inspirants, comme on dit. Voilà, on va pas dire, puisque c'est très à la mode des femmes inspirantes. Inspirantes, sont en fait nos marraines Capital Fille, qui sont complètement décentralisées, puisqu'on est partout dans les régions. Donc Orange, ce sont des marraines Orange, qu'il s'agisse de Perpignan ou de Lille, etc. Mais c'est vrai, on a plus de 80 entreprises partenaires aujourd'hui. Ce qui nous permet d'atteindre 1301 marraines Capital Fille. Nous avons une armée de marraines Capital Fille qui sont des femmes comme moi, en activité, et qui décident d'accompagner une jeune fille. Alors c'est le deuxième axe de Capital Fille, en tutorat individuel pendant l'année de terminale. Okay. Vous parliez de confiance tout à l'heure, et vous mentorez. Enfin, je veux dire, vous êtes aussi une actrice, faites partie de ces femmes mentors Orange. Qu'est-ce que vous leur dites et quel est l'échange qui se construit avec ces jeunes filles? Qu'est-ce qu'elles vous disent d'abord? Alors, les jeunes filles, si vous voulez, d'abord, elles sont toutes différentes, même si elles ont toutes en commun d'être de milieu social extrêmement modeste et d'être d'origine essentiellement issue d'une immigration plus ou moins récente. Il suffit d'aller dans les banlieues ou dans les territoires ruraux, d'ailleurs aussi, oui, c'est vrai, pour voir que les jeunes filles d'origine subsaharienne, d'origine maghrébine et aujourd'hui beaucoup d'Europe de l'Est sont nées en France, sont françaises et sont accueillies par notre belle République, les lycées de la République. Comment dirais-je, comment les captons-nous? On les capte parce que nous faisons en terminale, c'est le premier atelier collectif que nous organisons dans l'année scolaire, c'est en octobre-novembre, un atelier en terminale. À l'intérieur des établissements, on est bien d'accord. Toujours. De manière à être identifié. Vous avez tout à fait raison. Si ça marche, Capital Fille, c'est un succès indéniable. Clairement. C'est parce que le corps éducatif, les enseignants sont totalement solidaires des entreprises et des marraines que nous sommes. Donc vous leur redonnez, une fois que vous les avez captés, c'est-à-dire ils vous ont identifiés, oui. Pour terminer notre échange, elles retrouvent confiance parce que vous avez un retour, vous les suivez, le mentorat c'est un suivi. Elles vous disent ça y est, je suis sortie, j'y crois. Écoutez, d'abord, si vous voulez, on fait des statistiques. On a une étude d'impact avec EY chaque année. Ce qui me réjouit beaucoup, c'est que les jeunes filles que nous accompagnons, qui partent avec le maximum de handicap, faut le savoir, parce qu'on n'a pas les ambitions que vous avez, que moi j'ai pour mes enfants, dans leur famille. En revanche, elles réussissent mieux le bac que la moyenne nationale, mais 3,5 points au-dessus du bac, au-dessus de la moyenne nationale. Et ça, je peux dire bravo les marraines, parce que c'est les marraines que nous sommes qui allons justement leur donner confiance, leur donner de l'ambition. Vous révélez leur potentiel en fait. Mais tout à fait. Elles sont de haut potentiel. De haut potentiel. Imaginez que les entreprises vont les chasser. Parce que les entreprises ont besoin de jeunes femmes d'abord, parce qu'il n'y a pas assez de femmes, comme vous le savez. Je regardais les réunions. Aujourd'hui, c'était une exception. Oui. Vous avez très souvent, nous avons 2 femmes sur ce plateau et parfois qu'un homme. Oui, bien sûr. Mais il n'y en a pas. Non, il y a pas suffisamment de femmes dans les hauts postes de responsabilité et en tous les cas dans les métiers techniques, industriels, etc. Donc, des entreprises très engagées, pour la diversité. Figurez-vous que ces jeunes filles, elles parlent l'arabe, elles parlent le wolof, elles parlent toute une série de langues qui sont utiles aux entreprises,
qui vont travailler dans ces pays-là. Merci Dominique Goutard de nous avoir rendu visite, de nous avoir donné envie aussi, peut-être vous qui nous regardez, de devenir des marraines oranges de Capital Filles et d'autres, parce qu'il y a 11 entreprises qui vous accompagnent dans cette belle aventure. 80 entreprises. 80. Ça sera donc le dernier mot, le chiffre 80, délégué général de Capital Filles. Il y a un site internet évidemment, si vous êtes intéressé, allez donc vous renseigner. Merci à toute l'équipe, merci à notre réalisatrice Lauriane Boué, merci à notre réalisateur au son Mickaël et merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne chaque jour dans cette belle émission. C'était un vrai plaisir, je vous retrouve demain bien entendu pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Portez-vous bien d'ici là, bye bye.